Alors, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, mes chers amis, mes chers confrères, alors on va continuer avec la série de cours de sémiologie. Alors, cette fois-ci, j'ai choisi la sémiologie digestive, mais je ne vais pas l'entamer toute. J'ai choisi les signes fonctionnels. Donc, avant de commencer, je voulais juste vous demander un petit service, si vous allez comprendre bien le cours. J'espère que tu dois aller بالخير ليا والوالدي Inch'Allah. Alors, sans tarder, on va passer au plan de travail. Alors, dans le plan de travail, on va voir, comme d'habitude, une petite généralité. Après, on va commencer symptôme par symptôme. Donc, premier symptôme qu'on va voir, c'est l'anorexie. Après, on passe à la dysphagie. Après, vomissement, diarrhée, constipation, hémorragie digestive, douleur abdominale et on termine par un cas clinique. Alors, on sait bien que l'appareil digestif, elle commence de la bouche et elle se termine par ce qu'on appelle l'anus ou bien la marge anale. Donc on sait bien que l'appareil digestif c'est un grand tube et, et ce tube il est tellement qui contient plusieurs parties donc les symptômes de l'appareil digestif ils seront différents parce que chaque partie a ses caractéristiques et en plus de ce tube, ou ce long tube, on a encore ce qu'on appelle les organes annexés, qui sont généralement des glandes, comme les glandes salivaires, comme le foie, les voies biliaires et le pancréas. Et on a aussi à côté la rate, mais la rate, elle est considérée comme un appareil lymphoganglionnaire beaucoup plus qu'une glande annexée à l'appareil digestif. Alors maintenant, on va passer au premier symptôme qui est l'anorexie. Alors l'anorexie, tout simplement, en général, c'est la perte de l'appétit, ou bien des fois, on peut dire une diminution de la perte de l'appétit. Euh, mais la plupart du temps, ce sera une perte de l'appétit. C'est la définition la plus juste. Alors, elle peut être globale. Alors, globale, ça veut dire la personne ne mange rien. N'importe quel aliment, il va le refuser. Ou bien, des fois, il refuse quelques types d'aliments. Par exemple, la viande, pour les gens qui ont une petite phobie sur la viande. Ou bien, ce sont des gens végétariens, par exemple. Ou bien, il s'accompagne ou bien elle s'accompagne souvent d'un dégoût du tabac au cours de l'hépatite virale, par exemple. Donc, et c'est vrai, l'anorexie, c'est un symptôme, on peut dire, qui est modéré, mais il a des petites conséquences. Donc, on va voir après, dans le cas suivant, donc des gens qui ont eu des anorexies longtemps, ou ce qu'on appelle des anorexies chroniques. Donc, quand vous voyez l'homme, il était un bonhomme, etc., avec l'état général bon, et après une anorexie chronique, regardez comment il est devenu. Il est bien maigri, un corps cachectique, etc. La femme aussi, elle était belle, etc. Après une anorexie avec une cause inconnue, donc j'ai pas bien cherché la cause, mais si vous voyez la différence entre la droite et la gauche, vous voyez les conséquences de l'anorexie quand elle est chronique. Donc il faut chercher la notion de présence d'une anorexie ou non. Maintenant, on va passer aux causes de l'anorexie. Donc il y a plusieurs causes de l'anorexie. Ça peut être psychique, ça peut être organique, etc. Alors par exemple ici dans le slide, il vous dit que l'anorexie, elle peut témoigner d'une affection digestive. Ça peut être ulcéro-gastro-duodénal, un cancer digestif. Parce que généralement, les gens qui ont un ulcère, des fois quand ils mangent, ils ont un peu mal. Donc, ils préfèrent ne pas manger. Ou bien dans les cancers, dans des stades bien avancés, etc. Donc, c'est à cause du mal qu'ils ne vont pas manger. Donc, ils vont ce qu'on appelle l'anorexie. Mais ici, c'est d'origine organique. Donc la cause, elle est bien réelle, on la voit. Mais il peut y avoir aussi une origine psychique, comme l'anorexie mentale, qui se rencontre surtout chez la femme ou la jeune fille, déclenchée par un choc émotif et s'accompagnant d'un amaigrissement important. Même les gens dépressifs, des fois, donc ils s'arrêtent d'alimenter, donc il peut y avoir un symptôme
d'anorexie en cas de dépression, etc. Ça peut être même une maladie infectieuse, exemple la tuberculose. Donc les gens qui ont eu une infection tuberculeuse, ils peuvent, ils peuvent nous dire qu'ils n'ont pas mangé ou bien qu'ils ont une anorexie. Le symptôme suivant, c'est la polyphagie. Donc tout le monde connaît ce symptôme. C'est l'augmentation de l'appétit, mais c'est pas un symptôme qu'on peut le négliger parce il peut cacher plusieurs maladies. Alors, comme vous voyez, elle se voit au cours du diabète sucré, donc les gens diabétiques ils mangent beaucoup, ou elle est associée à une polydipsie, donc ils boivent beaucoup de l'eau. Donc, si on voit donc la polydipsie et la polyphagie, donc on va s'orienter directement au diabète et au cours de certaines obésités encore. Donc, ils suralimentent entrant dans le cadre d'habitudes familiales. Donc, il y a des gens qui de nature ils mangent beaucoup, mais, mais souvent on voit qu'ils ont un surpoids, qui ont une obésité familiale. Le troisième, le symptôme troisième, c'est la dysphagie. Donc, 10, ça veut dire difficulté, phagie, c'est la déglutition. Alors, la définition se définissait comme un gène de la déglutition. Donc, elle peut être d'origine pharyngée, par exemple des angines, etc. Ou bien ça peut être même un cancer de l'œsophage, etc. Donc, ça dépend les caractéristiques de la dysphagie. Alors, donc elle peut durer 2 à 3 jours, mais des fois, elle peut être aussi chronique. Alors, la dysphagie, elle est le plus souvent d'origine œsophagienne, soit mécanique par anomalie organique de l'œsophage, cancer ou sténose. Donc, sténose, c'est la diminution du diamètre de l'œsophage, ou bien due à une compression de l'œsophage par un organe de voisinage, par exemple des tumeurs médiastinales ou cancer de la thyroïde, etc. Donc, il faut penser un peu, il faut aussi, comment dire, donc il faut élargir un peu la marche, il faut penser à la thyroïde, aux angines, à la parathyroïde, etc. Et même quelque chose de vertébral, etc. Donc toute chose qui entoure l'œsophage, il peut donner une petite dysphagie. Donc la dysphagie alors elle est permanente et d'intensité progressive parce que la chose comment on dit, qui joue une petite pression sur l'œsophage, elle est toujours là, donc elle est permanente, donc c'est pas transitoire, c'est pas 2 heures, 3 heures, non, mais c'est permanente, soit fonctionnelle par une anomalie de la contractilité de la musculature œsophagienne, donc un spasme siégeant au niveau du tiers inférieur de l'œsophage ou au niveau du cardia s'accompagne d'un relâchement de la musculature sous-jacente avec dilatation de l'œsophage, définissant le méga-œsophage. Alors la dysphagie, alors ici, elle est intermittente et elle est capricieuse. Mais chez Kema, qui d'origine d'une pression, etc., sera permanente et elle progresse du jour au lendemain. Mais qui fonctionnelle, elle est brutale et sur la douleur, c'est toujours la même. Il n'y a pas une progression, il n'y a pas une diminution. Alors, l'étude sémiologique de la dysphagie, donc toujours l'interrogatoire joue un rôle très important. Donc, quand quand a commencé cette dysphagie, le mot de début, est-ce qu'elle était brutale ou bien elle était progressive? Alors, brutale, donc après une émotion ou après la déglutition trop rapide d'un gros repas, le malade brusquement ne peut rien avaler. Avec même une gorgée d'eau, elle cède par des manœuvres diverses et se voit au cours des mégaosophages, où elle peut être progressive, d'abord comme simple, une sensation d'accrochage pour les grosses bouchées, puis l'hygiène devient plus précise et élective pour les aliments solides, comme le pain, la viande, et se voit au cours des cancers de l'œsophage. Maintenant, le degré de la dysphagie. Donc, il y a une dysphagie qui est minime, que le malade il peut la tolérer, mais des fois elle peut être un peu grave ou le malade ne peut pas la supporter. Alors quand elle est minime, c'est un simple accrochage lors de la déglutition des grosses bouchées qui a une grande valeur sémiologique car elle peut être le premier signe du cancer de l'œsophage au début. Des fois importante, dysphagie interdisant la déglutition des solides carrément, donc c'est un blocage. Ou bien l'aphagie, c'est le stade ultime qui est l'impossibilité absolue d'avaler.
soit liquides, soit les solides. Alors maintenant, le siège de la dysphagie. Donc on sait bien que l'œsophage, il a plusieurs parties, partie cervicale, partie thoracique, etc. Donc le malade, il peut localiser le siège de la dysphagie qui correspond au siège de la lésion. Par exemple, s'il vous dit cervicale, souvent accompagné d'une toux, obligeant le malade à sortir de la table. Ça peut être thoracique, donc c'est rétrosternal, ou la abdominale haute, c'est la rétro-exiphoïdienne. Alors les signes accompagnateurs à la dysphagie, donc vous voyez que la dysphagie, elle peut y avoir d'autres signes, donc ce qui veut dire qu'elle est très importante. Par exemple, la régurgitation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la régurgitation? C'est tout simplement un reflux vers la bouche sans effort de vomissement de débris alimentaires contenus dans l'œsophage. Elle survient soit immédiatement après l'ingestion d'un aliment, soit plus tard, notamment lorsque le malade s'allonge. Et ça, c'est très souvent fréquenté lorsque les repas ils sont copieux et, et avec du liquide. Si par exemple on boit directement l'eau après les aliments, donc cette sensation elle est très fréquente. Ça peut être aussi une douleur œsophagienne, s'observe lorsqu'il y a une distension de la musculature œsophagienne ou en amont d'un obstacle. Elle siège en général au tiers moyen de l'œsophage. Elle peut irradier vers la gorge et les mâchoires et elle cède habituellement après la régurgitation. Donc ça c'est très simple. Maintenant l'hypersalurée, c'est une hypersalivation. Alors est provoquée par le réflexe œsophago-salivaire qui est dû à l'obstacle œsophagien. Donc tellement qu'il y a un obstacle à l'œsophage, donc la salive elle ne va pas passer dans l'estomac, donc elle va revenir ou être refluée vers la bouche. Maintenant, ce qu'on appelle les éructations douloureuses, les wettigrab larbia, c'est le renvoi d'air venant de l'estomac provoque une douleur irradiant vers le rachis. Alors, quelles sont les principales causes de la dysphagie? Alors, il peut y avoir une cause mécanique, c'est la dysphagie le plus souvent progressive et permanente, parce que chaque fois que augmente l'obstacle, donc il y a une douleur qui s'aggrave et elle est toujours là. Les compressions extrinsèques. Alors, une anomalie cervicale, ça peut être un cancer volumineux de la thyroïde. Anomalie thoracique qui sera visible à l'examen radiologique du thorax, par exemple le cœur, exemple la crosse oreillette gauche lors d'un rétrécissement mitral. Des gros vaisseaux, par exemple l'anévrisme de l'aorte, parce que quand il y a l'augmentation du diamètre, donc il va compresser ce qui est au-dessus de lui. Alors la tumeur du médiastin, encore. Tous les mécanismes, tous ces mécanismes ils vont aboutir à ce qu'on appelle la pression sur l'œsophage, etc. Le cancer de l'œsophage et le cancer du cardia, donc toujours mécanisme de pression. Les rétrécissements cicatriciels qui sont une séquelle après l'ingestion de caustiques, par exemple les esprits de sel. La hernie hiatale, généralement, elle est, comment on dit, c'est pas génétique, mais c'est presque, elle est généralement congénitale. Donc la hernie hiatale compliquée d'œsophagite peptique. Maintenant, les causes fonctionnelles, ça peut être une dysphagie le plus souvent intermittente et capricieuse. Elle est dominée par les dyskinésies œsophagiennes et les spasmes de l'œsophage chez les sujets neurotoniques et mégaœsophagiques idiopathiques. Donc avec des causes qui sont un peu inconnues. On passe au prochain symptôme, c'est les vomissements. Donc on sait bien les vomissements c'est quoi? C'est tout simplement c'est le reflux des aliments avec un effort et des contractions de l'estomac. Alors le vomissement c'est le brusque rejet par la bouche d'une partie ou de la totalité du contenu gastrique. Alors il est souvent précédé ou accompagné ou remplacé par des nausées, c'est l'envie de vomir, qui sont des sensations de menace de vomissement ressenties à la gorge et à l'épigaste, c'est la partie supérieure de l'abdomen. Alors, la physiopathologie du vomissement, pour savoir comment arrive-t-on à vomir ou là, comment se déroule. Alors, le vomissement débute par une inspiration profonde pour avoir de la force avec une fermeture de la glotte, puis une expiration. Il existe une brusque augmentation de la pression abdominale due à la contraction des muscles abdominaux et du diaphragme, une fermeture du pylore alors que le cardia est couvert et ouvert et l'œsophage il est hypotonie. Le contenu gastrique est alors projeté violemment dans l'œsophage et évacué par la bouche après
un ou plusieurs efforts d'expulsion. C'est pour ça que les vomissements ils sont un peu douloureux et des fois même ils sont accompagnés avec des maux de tête. Alors, les vomissements, tout simplement, il s'agit d'un acte de réflexe. Alors, ce réflexe, il est formé des zones sensibles à partir desquelles partent les excitations. Ce sont des zones sensibles et sont nombreuses. Tout le tube digestif, depuis le pharynx jusqu'au côlon, le péritoine, le cœur et l'appareil vestibulaire. Alors, une voie afférente, ou là, ce qu'on appelle centripète, elle constitue par le nerf pneumogastrique et le nerf glossopharyngien et un centre situé dans le plancher de quatrième ventricule. Je m'excuse pour la faute, c'est un centre, c'est pas une centre. Un centre situé dans le plancher de quatrième ventricule et une voie efférente, ou là ce qu'on appelle une voie centrifuge. Elle est constituée par le nerf phrénique et les nerfs moteurs des muscles de l'abdomen et le dixième nerf qui commande l'ouverture du cardiaque. Ça, je pense, c'est en plus. C'est pas très important à savoir. Alors voilà qui est important, c'est l'étude sémiologique. Donc toujours l'interrogatoire, c'est l'axe majeur. Alors on va préciser les circonstances d'apparition. Est-ce que c'est dans les repas? Est-ce que vous avez pris des médicaments? Si c'est une femme, on pense toujours, est-ce qu'elle est peut-être qu'elle est enceinte? Et c'est le phénomène le plus reconnu. Mais si elle est en aménorrhée, bien sûr. Est-ce que ce sont des vomissements du premier trimestre de la grossesse, par exemple? Parce que même, parce que même quand elle nous affirme qu'elle est enceinte, mais ça ne veut pas dire des fois que la cause, elle est que la grossesse. Donc, il peut y avoir autre cause. Donc, comme on dit, ne, ne pas s'intéresser pas que à la grossesse et qu'il faut chercher autre cause. Parce que des fois, on peut, on peut passer à côté. Alors, l'horaire du vomissement, est-ce que c'est matinal, c'est nocturne, postprandial, même postprandial, est-ce que tardif, précoce, etc. Donc, si elle est matinale chez les sujets à jeun, ça peut être une grossesse ou un éthylisme psychique, etc. Postprandial précoce, c'est souvent un trouble fonctionnel, soit un obstacle, etc. Postprandial tardif, souvent en rapport avec une cause organique. Et le nombre, il faut aussi chercher le nombre et l'abondance. Combien de fois? Est-ce qu'une grande quantité? Là, juste une petite quantité. Donc, des vomissements aigus et épisodiques. Donc, le plus souvent, ils sont uniques ou un peu nombreux et peu abondants, symptomatiques d'une action aiguë, d'une affection aiguë. Des vomissements chroniques, donc toute la journée, avec plusieurs fois. Donc, le plus souvent, qui sont multiples et quotidiens, plus ou moins abondants. Symptomatique, c'est une affection chronique digestive ou là neurologique. Maintenant, la nature du vomissement. Donc, le contenu gastrique, il peut être de nature soit alimentaire, donc juste l'aliment qu'il a mangé, donc il va le rejeter, mais elle est généralement précoce. Donc, si l'aliment il est peu fragmenté, tardif, l'aliment il sera digéré, qui ont été ingérés 1 à 2 heures ou là 2 jours auparavant. Ou là des vomissements de stase qui témoignent d'un obstacle à l'évacuation gastrique, exemple les sténose du pylore. Donc tout ce qui est de l'œsophage va être rejeté, donc parce qu'il n'y a pas, il y a un petit obstacle qui empêche les aliments de passer à l'estomac. Non, c'est pas l'estomac, c'est pour les intestins grêles. Alors, euh, alors dans ce cas, il peut être donc soit bileux, soit hématique, soit icône bzaf aqueux, donc comme la pituité et le rejet par la bouche, le matin à jeun d'un liquide filant, ou la queue, alcalin, symptomatique d'une gastrite le plus souvent éthylique. Donc c'est toujours quelque chose de psychique. Si des fois il compte bilieux, donc le rejet de la bile, il peut survenir normalement à la fin d'un vomissement alimentaire. Un vomissement bilieux d'emblée doit faire suspecter un obstacle sous-vatérien. Hématique, donc quand on le mot héma, ça veut dire il y a du sang. Donc l'hématémèse, c'est un vomissement du sang plus ou moins digéré, souvent accompagné de débris alimentaires. Donc même le vomissement, il peut contenir des matières fécales,
ce qu'on appelle les vomissements fécaloïdes, rejet de matière fécale. Elle se voit au cours des occlusions intestinales aiguës très avancées et c'est une urgence chirurgicale. Les corps étrangers, des parasites, des ascaris, donc, donc j'ai vu plusieurs cas, des gens qui vomissent des petites verres, etc. Donc c'est un peu... Waouh! Alors, l'examen clinique, il doit être complet. Il permet d'apprécier le retentissement des vomissements sur l'état général du malade, parce que des fois, le vomissement, il provoque des déshydratations, des amaigrissements, etc. Signes de dénutrition avec amaigrissement important et des signes de déshydratation, voilà. Surtout extracellulaire et de recherche en étiologie, surtout digestif, neurologique ou gynécologique chez la femme. Alors, les causes des vomissements, donc, ça peut être des causes digestives, gastriques, donc la sténose du pylore va se traduire par des vomissements alimentaires faits d'aliments digérés, vomissements de stase qui vont être chroniques. Cliniquement, on recherchera une distension abdominale sous-ombilicale, des ondulations péristaltiques, un durcissement intermittent de l'épigastre et un clapotage à jeun. Donc, donc c'est tout ça, c'est beaucoup plus à l'examen clinique qu'on va les détailler parce qu'on ne peut pas les détailler maintenant dans le système fonctionnel. Alors pour les examens complémentaires, donc le tube gastrique qui permet de mesurer la quantité de liquide de la stase. Le transit gastro-duodénal va montrer un estomac dilaté contenant du liquide de stase. La barite ne franchit pas le pylore. La fibroscopie gastrique qui visualise la sténose. Biliaire en cas de colique hépatique due à une lithiase des voies biliaires. Donc la lithiase, alors comme on dit, c'est le hjar dans la vésicule. Alors intestinale, c'est l'occlusion intestinale aiguë généralement. Et une péritonéale, ça peut être une péritonite, c'est une inflammation des feuillets. Maintenant, qui connaît des causes extra-digestives, par exemple neurologiques, il s'agit de vomissements faciles, des enfusées, se voit au cours de l'hypertension intracrânienne par tumeur cérébrale et du syndrome méningé. Alors, selon mes connaissances, donc ce type de vomissement, il connaît avec pression. Euh, donc, donc la personne, quand elle va vomir, donc vous allez voir donc il y a une petite distance entre la personne et, et les vomissements. Donc c'est comme si on a infusé, il a fait une petite pression et il a envoyé les matières loin de lui. Donc c'est pour ça qu'il vous dit infusé. C'est comme si il a bien envoyé. euh, donc voilà, c'est ça. Donc pour ne pas trop détailler, donc les vomissements d'origine neurologique et surtout dans les hypertensions intracrâniennes, ils vont être avec une grande pression, rejetés de la bouche, loin du patient. Parce que généralement, quand quelqu'un vomit, les vomis tombent sur lui ou bien juste à côté de lui. Mais lorsqu'elle est d'origine neurologique intracrânienne, surtout hypertension intracrânienne, ils vont être expulsés avec une grande force. Donc juste pour différencier les vomissements d'origine digestive ou bien extra-digestif. Gynécologique, donc tout simplement la grossesse, surtout dans le premier trimestre. Maintenant, autre cause, ça peut être cardiovasculaire en cas d'infarctus du myocarde, respiratoire, une toux hémitisante et quinteuse de la coqueluche et surtout chez les enfants. Donc toujours aller accompagner des vomissements. Par exemple, c'est d'origine ORL. Il peut y avoir des vertiges aussi, des intoxications médicamenteuses et même psychiques. Maintenant, les troubles du transit intestinal, il y a deux grands symptômes qu'on va aller voir, c'est les diarrhées et la constipation. Alors, d'abord, on fait un petit rappel sur le transit intestinal normal. La durée normale du transit digestif, elle est généralement 24 heures. Les selles normales, elles sont émises 1 à 2 fois par jour. Elles sont homogènes et moulées, donc se forment des petites quantités, formées de 78% d'eau et 22% de matière sèche, représentées par des résidus cellulosiques indigestibles et par les produits de la desquamation muqueuse. Le pH il est neutre, couleur est donnée par la stercobilinogène, c'est un produit de la dégradation de la bilirubine, généralement iconomarron.
ou la marron chocolat. La couleur, elle peut varier avec les aliments. Après l'ingestion de betterave, par exemple, ils vont devenir beaucoup plus rougeâtres, mais généralement c'est rare. Lors de la prise de certains médicaments, par exemple le fer, bismuth et le charbon, les sels ils sont alors noirâtres, ou là beaucoup plus foncés qu'à la normale. Donc on passe à la diarrhée. Premier symptôme du transit, du trouble du transit. Donc la diarrhée c'est quoi? Alors la diarrhée se définit comme une accélération du transit avec émission de sel trop liquide et trop fréquente ou trop volumineuse. Donc soit une grande quantité, soit les sels deviennent beaucoup plus liquides, etc. Et avec, ils sont beaucoup plus fréquents, donc plus que 3 dans la journée. Super, et comme par quantité, par exemple, supérieur à 250 grammes par jour. Donc, personnellement, je vous pose la, c'est pas la manœuvre, mais la notion de ce qu'on appelle la fréquence beaucoup plus, parce que le patient, quand il vient, vous n'allez pas vous dire que combien de grammes, combien de kilos vous avez mis dans la journée, mais beaucoup plus la fréquence, c'est beaucoup plus appréciable. Alors, l'évacuation fréquente des selles normales n'est pas une diarrhée. Donc, des fois, même, même en cas de constipation, mais les gens, ils arrivent à mettre des selles. Et des selles, ils sont un peu liquides, mais on n'appelle pas ça une diarrhée. Ce qu'on appelle l'évacuation fréquente des selles normale n'est pas une diarrhée. Donc, après, vous allez comprendre. Alors, maintenant, on va voir la physiopathologie de la diarrhée parce qu'il y a beaucoup de types, il y a beaucoup de, comment on appelle, beaucoup de genres de diarrhée. Donc, la diarrhée est en règle en rapport avec un trouble des mécanismes principaux de la digestion, par exemple, trouble de la motilité, une diarrhée par hyperkinésie, trouble de sécrétion digestive, une diarrhée par hypersécrétion, donc elle est beaucoup liquide, trouble de l'absorption intestinale par lésion de la muqueuse intestinale, encore c'est la diarrhée par une malabsorption, un trouble de la digestion proprement dite, ce qu'on appelle la diarrhée par maldigestion qui est due à une insuffisance enzymatique ou à une anomalie de la flore microbienne. Alors les deux premiers mécanismes, hypersécrétion et hypermotricité, se trouvent surtout dans les diarrhées infectieuses, bactériennes, etc. Alors quelques conseils lorsque un patient ou là, lorsque vous êtes à la maison et quelqu'un il a de la diarrhée, donc d'abord il faut lui donner de manger soit des bananes, du riz encore, de l'eau pour le réhydrater parce qu'on sait bien que la diarrhée elle fait les pertes de l'eau et n'oubliez pas l'hygiène surtout, de laver les mains beaucoup plus pour ne pas transmettre les bactéries. Et bien sûr, un traitement symptomatique, c'est la smecta. Alors, l'étude sémiologique de la diarrhée, donc toujours l'interrogatoire. Alors, la date de début récent, est-ce qu'elle est juste une journée, 3 jours, etc. Combien d'heures, etc. Donc, si elle est juste de quelques heures, donc ce qu'on appelle une diarrhée aiguë, où là, elle est ancienne, donc plusieurs semaines ou mois, donc c'est un peu grave, c'est évoquant une diarrhée chronique. Le nombre de selles par 24 heures, voilà ce que je vous ai dit. De préférence de compter le nombre beaucoup plus que la quantité. L'horaire, est-ce que les matinales, postprandiales, dans la nuit, ce qu'on appelle nocturne. L'aspect, comment elle est cette diarrhée, importance de voir la selle du malade ou bien de lui poser quelques questions sur l'aspect de la diarrhée, donc la couleur et la consistance, quelle est la couleur de votre diarrhée, comment elle est trop liquide, pâteuse, etc. Alors pâteuse avec parfois présence de graisse qui confère au sel un aspect luisant, liquide. Rechercher des éléments anormaux dans les selles, par exemple le sang, du pus, des glaires, enrobant la selle ou l'accompagnant. Alors l'évolution de la diarrhée elle peut être aiguë avec début brutal, durée de quelques heures à quelques jours et après le malade se guérit. Si elle est chronique, c'est une durée prolongée, plusieurs semaines à plusieurs mois, parfois épisodes de diarrhée séparés par des phases de transit normales. Donc il peut y avoir des diarrhées, après le malade des défects normales, après diarrhée, etc. Alors la diarrhée, elle peut y avoir aussi avec elle des signes accompagnateurs, comme des douleurs abdominales,
des nausées ou des vomissements. Donc ça dépend de la cause. Alors maintenant on va voir les différents types de diarrhée. Alors ce qu'on appelle les diarrhées aiguës, ils sont généralement d'aspect sel liquide. Alors les principales causes, ils sont infectieuses, donc bactériennes. Mais il n'y a pas que il y a pas la cause bactérienne, il y a autre cause aussi. Mais généralement bactérienne, toxi-infection alimentaire par exemple. C'est l'action du germe lui-même ou de sa toxine. La notion d'attente collective survient rapidement après la prise alimentaire, quelques heures précédées de vomissements accompagnés de douleurs abdominales et parfois de la fièvre. L'évolution est rapidement favorable. Fièvre typhoïde par exemple à la période d'état au deuxième septénaire, diarrhée ocre ou jaune orangé, jus de melon non accompagné de douleur. Là, par exemple, le choléra, c'est une diarrhée constante, faite d'abord des selles fécales, puis une diarrhée résiforme, opaline, dans laquelle on trouve des grains blanchâtres qui ressemblent aux grains de riz. C'est très caractéristique, s'accompagne d'un retentissement sur l'état général avec une déshydratation et des collapsus. Autre type, ça peut être viral, mycosique ou parasitaire. Alors maintenant, les diarrhées chroniques. Alors, il y a plusieurs types. Alors, la diarrhée colique, c'est une diarrhée matinale, imprécieuse, faite d'une selle moulée, une fois, suivie de plusieurs selles molles ou liquides. Elle s'accompagne de douleurs à type de colique. C'est comme des spasmes. Donc, elle alterne avec des périodes de constipation. Elle n'entraîne pas de retentissement sur l'état général. Ces causes sont soit le cancer du côlon, ou bien du rectum, ou bien la, diverti- la, diver- la diverticulose et l'amébiase. Donc c'est parasitaire ou bien organique. Maintenant, les diarrhées gréliques, c'est d'origine de l'intestin grêle et dominé par la malabsorption générale. Même dans le mécanisme de malabsorption, il y a aussi plusieurs causes. Elle réalise une diarrhée avec stéatorée, selle molle, volumineuse, pâle et luisante, d'odeur fétide, émise sans douleur. Donc elle est accompagnée d'une anorexie et d'un amaigrissement important. Parce que lorsqu'il a la malabsorption, même si le patient il mange, il va pas se, comment on dit, il va pas prendre tous les avantages et donc, donc comme on a dit, donc la diarrhée grélique, c'est par mécanisme de malabsorption. Donc même donc la du ciel mange bien, donc elle ne va pas se bénéficier des éléments qu'il a mangés. Donc toujours il y a des diarrhées, toujours il y a des pertes, etc. Donc il y a l'amaigrissement, etc. C'est pour ça qu'il faut agir vite. Donc la diarrhée grélique, elle est dominée par la malabsorption, donc on a bien expliqué. Elle se voit au cours de l'ictère, par exemple, par rétention, d'insuffisance pancréatique exocrine et au cours des anomalies de la muqueuse du grêle. Par exemple, il n'y a pas de sécrétion, etc. Des diarrhées motrices, c'est une diarrhée hydroélectrolytique. Elle est liquide, mais postprandiale, immédiate ou précoce. Donc ça dépend, 30 minutes à 1 heure après le repas. Elle peut contenir des fragments alimentaires et elle est imprécieuse, accompagnée de coliques, donc des petits spasmes. Elle ne retentit pas sur l'état général et elle se voit au cours du diabète, à cause d'une neuropathie diabétique et au cours de l'hyperthyroïdie. Donc c'est un symptôme très caractéristique de l'hyperthyroïdie. Et enfin, elle peut être aussi d'origine psychique. Donc ça dépend des fois des états de stress, etc. Ils peuvent provoquer des diarrhées. Maintenant, on passe à la constipation. Donc, elle est très reconnue. Donc, la constipation, c'est un retard de l'évacuation des résidus fécaux. Alors, c'est un transit qui est prolongé et surdigestion des résidus, d'où la déshydratation. Généralement, c'est la cause la plus incriminée. Donc, celle surdigérée et déshydratée, parfois riche en eau, réalisant une fausse diarrhée. Alors, la physiopathologie de la constipation, elle peut se produire par deux mécanismes, soit par anomalie de la progression, par un stase colique. Dans ce cas, la motilité colique est diminuée, donc il y a un obstacle du passage des matières fécales, ou là par un retard à l'évacuation, par une dyskinésie pelvirectale. Elle réalise une stagnation de matière fécale
dans le sigmoïde et le rectum par trouble de la défécation. Et la constipation aussi, ça peut être une cause, non, c'est pas une cause, mais ça peut être un symptôme d'un cancer du rectum. Alors, toujours l'interrogatoire, on demande le mode et la date de début. Est-ce que les aiguës, récentes et transitoires accompagnent généralement une infection aiguë? Si elle est récente mais elle est persistante, elle peut évoquer une cause organique et doit faire rechercher un cancer digestif, un côlon et rectum, voilà. Si elle est ancienne et chronique, elle évoque une cause fonctionnelle beaucoup plus. Les caractères des selles en cas de constipation, ce sont des selles régulières mais peu abondantes, dures et sèches, selles espacées, donc dans plusieurs jours, ou là des fausses diarrhées qu'on a parlé avant, c'est les selles liquides dans lesquelles on retrouve des fragments de selles dures. Donc ce sont des selles mais sont beaucoup plus fragmentées et un peu liquides, mais ce qu'on appelle la fausse diarrhée. La constipation peut aussi accompagner de certains signes, les ballonnements abdominaux à cause de l'accumulation. Alors, les examens du tube digestif ils sont indispensables et surtout le toucher rectal qui a deux objectifs. Préciser le type de la constipation d'une part et en effet le toucher rectal est mis en évidence. Soit c'est un rectum qui est plein en faveur de la dyschésie pelvirectale ou là un rectum qui est vide évoquant une anomalie de la progression colique. Et d'autres par rechercher une tumeur rectale. C'est pour ça que dans les constipations, il est recommandé le toucher rectal beaucoup plus parce qu'il nous permet de beaucoup plus de explorer les causes. Alors, les causes, ça peut être organique, on a le cancer d'anus, le côlon et du rectum. Les colites, c'est les inflammations du côlon. Exemple, la colite parasitaire. Ça peut être des causes fonctionnelles, une constipation transitoire, maladie aiguë, fébrile, insuffisance cardiaque, suite d'une intervention chirurgicale en cas de grossesse, etc. Ça peut être aussi une constipation chronique, une urine diététique, par exemple des personnes qui ne boivent pas d'eau, des insuffisances de la paroi abdominale, un déséquilibre neurovégétatif, cause la plus fréquente, un déséquilibre hormonal ou bien dans les hypothyroïdies aussi, ils sont reconnus par les constipations. On passe à un symptôme qui est un peu pas grave, mais il est encore, mais il est aussi un peu dangereux. C'est les hémorragies digestives. Alors, sans tarder, on passe à la définition directement sans trop détailler. Tout simplement, les hémorragies digestives, c'est une hémorragie, donc c'est le rejet du sang par la bouche, soit par l'anus, de sang provenant d'un point quelconque du tube digestif. Donc, donc les hémorragies digestives, c'est une extravasation du sang dans le tube digestif. Et ils peuvent être extériorisés ou là ils peuvent être internes. Alors les hémorragies digestives groupent l'hématémèse, le méléna isolé ou associé à une hématémèse et à la rectorragie. Donc ces trois petits sous-symptômes, chacun a ses caractéristiques. Par exemple, l'hématémèse, le sang il est rouge vif. Par exemple, dans la méléna, il est beaucoup plus noir, etc. Donc il s'agit de symptômes, maintenant on parle de hémorragie digestive. Il s'agit de symptômes de grande valeur, comme je vous ai dit, dont il faudra toujours rechercher l'étiologie précise et parfois des symptômes revêtant une extrême gravité pouvant mettre la vie du patient en danger. La physiopathologie des hémorragies. Alors, les mécanismes de production de l'hémorragie. Le mécanisme le plus fréquent en cause est l'effraction d'un vaisseau, artère ou veine. Saignement artériel et pouvant survenir chez un malade atteint d'un ulcère gastrique ou duodénal. Ça peut être un saignement veineux par la rupture des varices, des veines sous-muqueuses dilatées, essentiellement les varices œsophagiennes chez le sujet atteint d'hypertension portale. Et plus rarement, il s'agit d'un saignement en nappe, les muqueuses gastriques pleurant et pleurent par exemple. Ça veut dire ils vont extravaser des gouttes de sang au cours de la gastrite hémorragique. Alors, le diagnostic des hémorragies digestives va se poser dans deux circonstances différentes. Il s'agit soit d'une hémorragie extériorisée de diagnostic facile, donc le patient va rejeter du sang par la bouche, le plus souvent évident, soit d'un tableau d'anémie chronique ou bien aiguë qui va faire rechercher une hémorragie non extériorisée. Donc, quand l'hémorragie est non extériorisée,
il va y avoir un autre symptôme qui va nous pousser à chercher est-ce qu'il y a une hémorragie interne, ce qu'on appelle l'anémie chronique, ou là des fois même ce qu'on aiguë. Et les hémorragies digestives extériorisées, que le sang est rejeté par la voie haute, ce qu'on va appeler l'hématémèse, ou là par la voie basse, c'est la méléna et la rectorragie. Vous voyez, dans la voie basse, il y a aussi la méléna et aussi ce qu'on appelle la rectorragie. Et ce n'est pas la même chose aussi. Alors, pour les maladies, le rejet par la bouche au milieu d'efforts, de vomissement d'une quantité variable de sang rouge ou bien des fois noirâtre quand il est digéré, non spumeux, mêlé de cailloux et de débris alimentaires. Elle traduit une lésion digestive haute, oesophage, estomac, duodénum. Une partie du sang stagne dans l'estomac et il est éliminé dans les heures qui suivent par l'anus sous forme de sang digéré et naïouli noir, ce qu'on appelle la méléna. Alors pour la méléna, c'est l'émission par l'anus des selles noires, plus ou moins liquides, faites de sang digéré. Elle se voit dans des deux circonstances. Soit il accompagne une hématémèse et il est origine haute, sous-mésocolique, soit il est isolé. Il y a le aussi le plus souvent d'origine haute, oesophage, estomac, duodénum, ou plus rarement d'origine basse, sous-mésocolique, intestin grêle ou bien le côlon. Alors, les selles mélaniques correspondent à l'émission des selles, toujours, retenez-la bien, couleur noire. Parce que dans les rectorragies, il va devenir rouge vif. Alors, la rectorragie est l'émission par l'anus du sang rouge, voilà, non digéré, soit sous forme de sang pur, soit sous forme de sang mélangé avec la selle, soit sous forme de sang arrosant la selle. Voilà, donc c'est comme si que le sang il va arroser la selle. Alors, moi personnellement, donc comment je me rappelle, est-ce que c'est rouge, est-ce que c'est noir? Tout ce qui est ragi, ça veut dire il est rouge. Donc retenez bien, ragi rouge. Autre chose, c'est noir. La rectorragie traduit une lésion basse, soit du côlon, soit du rectum, ou bien même de l'anus. Elle peut se voir également, mais exceptionnellement, au cours des hémorragies hautes massives. Les douleurs abdominales, alors ce symptôme, c'est un symptôme qui est très vaste et il contient beaucoup de détails, mais moi je vais parler en général et peut-être que je vais faire une petite vidéo spéciale pour les douleurs abdominales. Alors les douleurs abdominales, ils constituent un motif très fréquent de consultation. Bien qu'elles soient le plus souvent d'origine abdominale, elles ne sont pas spécifiques d'une atteinte abdominale. Elles peuvent prendre naissance dans un organe extra-abdominal. Il s'agit alors d'une douleur rapportée enfin d'une douleur abdominale. Elle peut être d'origine métabolique, neurologique, etc. Donc la petite remarque, c'est un symptôme avec beaucoup de détails. Donc peut-être que je vais faire une autre vidéo, mais c'est pas sûr. Mais on va citer quand même les types de douleurs abdominales les plus fréquents. C'est les crampes. C'est une sensation de torsion profonde. Donc le patient il vous dit en général راني محصور نحس بالعسرة. Elle peut être calmée par l'ingestion alimentaire. Il y a les zones à la faim douloureuse et retrouvée au cours de l'ulcère. Voilà, donc les gens qui ont de l'ulcère, ils vont toujours avoir mal lorsque l'estomac est vide. Des brûlures, ce qu'on appelle hrig, comparées souvent par le malade à des aigreurs. Elles s'accompagnent souvent de pyrosis, remontée du liquide acide dans la bouche avec sensation de brûlure œsophagienne. Des coliques, ce sont des douleurs sous forme de spasmes. Donc, il y a une sensation d'onde douloureuse croissante et décroissante, donnant au malade l'impression d'aller d'un point à un autre. Donc, c'est comme si la douleur, elle marche. Les douleurs déchirantes, donc ce sont des douleurs atroces. C'est un coup de poignard qui évoque la perforation d'un organe creux. La pesanteur, c'est comme si le malade vous dit donc je sens quelque chose qui est lourd. Donc voilà, donc c'est pas une douleur, c'est une sensation de lourdeur, sensation de fausse de retard à l'évacuation gastrique, ou là même il peut y avoir des hypertrophies des organes annexés comme le foie, la rate, etc., même le pancréas en cas de cancer.
douleur, pas le cancer, dans les tumeurs, douleurs battantes, c'est comme s'ils sont c'est comme des battements, surtout dans le colon nerveux, dans la région épigastrique provenant des battements de l'aorte abdominale, ressentis comme une douleur, et même des fois dans le côlon. Maintenant, on va passer en cas clinique. Alors, dans le cas clinique, donc, je vais le faire avec une petite partie, c'est pas la partie, mais avec une méthode un peu différente par rapport dans du cas de l'anémie. Alors maintenant, on va imaginer qu'il y a un patient devant nous, donc il est entré, et il va donc il va faire une petite consultation sur un cas ou là sur un symptôme qui va le déranger. Alors bonjour monsieur, alors comment vous appelez et et quel est votre âge? Alors vous allez lire, c'est comme si vous êtes le patient et moi, je vais vous poser des questions. Alors bonjour monsieur, alors quel est votre nom et prénom et votre âge? Alors, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Ok. Alors cette gêne à la déglutition, euh, est-ce qu'elle est permanente ou la paroxystique ou la... euh, donne-moi des caractéristiques de cette gêne. Ah, ok, donc elle est permanente et ça fait longtemps. Est-ce que dès le début, elle a commencé avec une grande intensité, ça veut dire dès le début, elle était grave, ou bien elle a commencé à s'aggraver avec le temps? Ah, ok, donc la douleur, elle était progressive. Alors cette gêne, est-ce que avec des aliments spécifiques ou bien ça dépend au caractère de l'aliment, par exemple, juste avec les aliments solides ou bien les aliments liquides ou bien les deux, ou bien tous les aliments, vous sentez cette gêne, etc. Ok. Alors, dans cette période dont elle a commencé cette dysphagie, est-ce que vous avez remarqué une perte de poids? Mhm. Donc, il y a la perte de poids. Ok. Alors, donc, donc, on va vous donner des examens pour juste explorer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et moi, je vous dis merci pour votre attention et pour voir la réponse de ce cas clinique, vous pouvez donner votre hypothèse d'abord dans les commentaires et peut-être après 2 jours ou 3 jours, donc je vais poser la réponse et j'espère que vous allez trouver la réponse et c'est très facile et même la réponse elle est dans cette vidéo, donc juste un peu de... Il faut bien réfléchir, etc.